à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. Il n'est plus à prouver que le jardin fait du bien pour les yeux, mais aussi pour le corps. Mais saviez-vous que le jardin peut soigner? En Belgique, en Grande-Bretagne, les jardins thérapeutiques cartonnent et aux États-Unis, ils sont même utilisés pour aider les vétérans des dernières guerres, Afghanistan et Irak, qui souffrent de chocs post-traumatiques. En France, les jardins thérapeutiques sont encore balbutiants, il n'en existe pas beaucoup, mais l'un d'entre eux va s'installer ici, chez nous, en Vendée, d'ici quelques mois, et nous allons en parler avec celle qui va s'en occuper. Mais avant de l'accueillir sur le plateau, j'embrasse les filles avec le retour de Laure. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Moi aussi, j'en aurais presque le trac. C'est vrai? Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. J'ai l'impression que ça fait D'ailleurs, je ne me souvenais plus. D'ailleurs, mes fans m'ont écrit en disant oui, on ne vous voit. Et on a une baisse d'audience, incroyable. Je comprends. Laure, comment ça va? Très bien. Ça va bien. On va parler de quoi pour cette... On va parler maquillage. Ah, très bien. D'un point de vue historique. Histoire du maquillage. D'accord. Leslie, ouais. J'avais bien aimé la chronique de la semaine dernière. C'est pour ça. Ouais. Bah, je refais pareil, avec les mêmes questions. On va C'est arrivé à une chroniqueuse sur je ne sais plus quelle chaîne, mais qui avait refait sans s'en rendre compte la même chronique que la semaine d'avant. Non, mais là, c'est des autres. Voilà, on est toujours dans les 40 idées reçues, donc le petit fascicule qu'a édité, le tome 3, qu'a édité la fédération UFC Que Choisir. Et là, du coup, on en avait fait quoi? On en a fait une petite dizaine la semaine dernière. Ouais, même moins que ça. Donc là, on va refaire ça. On recommence, vrai, faux? Les idées reçues, vrai, faux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Voir si on a un peu suivi toute l'année. Exactement. C'est ça. Très bien. C'est les interros de fin d'année. Je vais faire pareil, moi, la semaine prochaine. C'est ça. Christophe Théier. Bonjour Christophe, ça va bien? Très très bien. Ça faisait un bail aussi qu'on vous avait pas vu, mais vous êtes au taquet. Je suis un peu d'occupation, on va dire. Oui, à la table, à La Roche-Chalon, on le rappelle. Une petite recette? Oui, aujourd'hui on va travailler les escargots de la maison Royer, donc de Saint-Paul-en-Paray, escargots bio. Sébastien et Olivier. Voilà, tout à fait. Donc on va les travailler en croustillant avec de la feuille de brique, du chèvre et du chorizo. Et on va accompagner ça avec un petit coulis de tomate et une petite julienne de courgettes jaunes et vertes. Qu'on peut faire à la maison? Tout à fait, sans problème. C'est un plat, c'est une entrée, c'est quoi? C'est une entrée. C'est une entrée. Ouais. Ça va être bon? Je sais pas. À chaque fois, il dit je sais pas. Je sais pas, mais évidemment que ça va être bon. Je voulais juste te dire que Christophe, vous pouvez aussi le retrouver dans l'émission de Hervé Leroc Sans Détour, et c'est jeudi soir. Vous installez sur l'antenne de TV Vendée, on est d'accord? C'est jeudi soir à 19h, il y a un spécial Sans Détour avec Christophe Théier. On vous laisse commencer votre recette, Christophe. Alors, nous accueillons sur le plateau de la grande émission Christine Rabot. Bonjour Christine. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission parce que vous êtes conseillère Thérami. On va expliquer ce que c'est. Et vous êtes en charge de créer ce jardin thérapeutique qui devrait voir le jour d'ici quelques mois. Je crois que c'est à Sainte-Cécile. Voilà. À Sainte-Cécile, sur la commune de Sainte-Cécile. Alors, on va parler du concept du jardin, mais au départ, Christine, vous n'êtes ni jardinière, ni paysagiste, etc. Non. Effectivement, au départ, j'étais esthéticienne. Donc, j'ai été esthéticienne indépendante pendant plusieurs années. Ouais. J'ai eu un petit souci de santé qui a fait que je n'ai pas pu continuer mon activité, ma profession. Comme je n'étais pas toujours passionnée par la nature en général et plus particulièrement les jardins, je me suis lancée dans une formation en aménagement paysager. D'accord. Et c'est au cours de cette formation que j'ai abordé les jardins thérapeutiques et que j'ai découvert Thérami. Thérami, dont on va parler tout à l'heure. Dont on va parler, voilà, c'est ça. Un jardin, vous saviez que ça existait avant de faire cette formation de ce qu'on appelle les jardins thérapeutiques? J'en avais très vaguement entendu parler, parce qu'il est vrai qu'en France, c'est nouveau. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Voilà, donc aux États-Unis, il y a à peu près une quarantaine d'années que ça s'est développé. Et puis, et après, effectivement, ça s'est développé en Angleterre, Canada, le Japon également, certains pays européens, mais en France, c'est relativement récent. Alors moi, quand j'ai fait mes recherches pour travailler l'interview, il y a très peu de jardins qui sont installés en France. Je crois que le premier date de 97, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Dans la région de Paris? Dans la région parisienne. Je pense que c'était à l'hôpital de Pitié-Salpêtrière pour des autistes, en fait. Il était installé à l'hôpital même? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Alors, c'est quoi un jardin thérapeutique, Christine? Alors, un jardin thérapeutique, d'abord, il est conçu par rapport aux pathologies que l'on rencontre dans les établissements. D'accord. Ces jardins sont réalisés, entre autres, dans les maisons, dans les centres pour personnes âgées, les établissements pour personnes âgées. Les EHPAD. Les EHPAD, médicalisés ou non. Donc, ce n'est pas forcément les EHPAD, ça peut être également un foyer logement. Oui, voilà.
Ou une résidence, quelque chose comme oui, ça. c'est ça. Les établissements pour personnes handicapées. Il y a des jardins qui ont été réalisés également dans les centres dans des centres d'addictologie, dans les centres pour autistes. Voilà, donc il y a un panel d'établissements qui peuvent être intéressés par les jardins thérapeutiques. Et les jardins thérapeutiques, quand ils sont mis en place, on va détailler ce que c'est qu'un jardin thérapeutique, mais c'est à l'initiative des médecins qui se rendent compte que le jardin peut aider à la maladie, à faire reculer la maladie, au moins faire reculer la maladie. Oui, c'est ça en fait, les jardins thérapeutiques. Le but des jardins thérapeutiques, notamment en ce qui concerne les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est de stimuler les fonctions sensorielles, cognitives, pour retarder le processus d'altération de ces fonctions-là en fait. C'est ça. Et c'est aussi un espace de bien-être, donc pour apporter du bien-être, un espace dans lequel on va créer des liens intergénérationnels et des liens sociaux avec les familles, les bénévoles qui peuvent intervenir, les enfants de l'école voisine. Donc il y a plein d'activités qui peuvent être menées au sein du jardin, mais c'est avant tout pour apporter du bien-être et pour stimuler les fonctions. D'accord. Et le jardin n'est pas forcément tout près de l'EHPAD ou tout près de l'hôpital ou tout près de... Il est sur un terrain qui peut être... Oui, l'idéal c'est quand même qu'il soit attenant. Oui, ça va très très loin. Voilà, c'est ça, parce que les personnes n'ont pas envie de faire beaucoup de kilomètres pour accéder au jardin. Donc, alors là, on voit, il y a des images d'ailleurs qu'on est en train de voir. Ce serait le futur jardin, qui n'est qu'un projet pour l'instant, qui se serait situé sur la commune de Sainte-Cécile. Voilà, c'est ça. oui. Alors c'est ça un jardin thérapeutique. Vous pouvez nous le commenter un petit peu, Christine ? Alors donc dans ce jardin thérapeutique, nous avons prévu un espace de détente avec une fontaine. Ouais. Parce que la fontaine c'est apaisant, l'eau c'est. Ouais. Un espace jeu, un espace plus ludique pour éventuellement jouer au molki, aux boules. D'accord. On a également un espace un petit peu d'activité physique avec un parcours comprenant différentes textures. Le kiné qui intervient aussi dans l'établissement a souhaité un petit agrès pour faire travailler les résidents en extérieur. Bien sûr, des espaces repos, un espace d'échange sous une gloriette. Ouais. Pour pouvoir éventuellement prendre une tisane à la fin d'activités de jardinage. Oui, on voit qu'il y a plein d'espaces différents, Voilà, qu'il y a plein de... En fait, les jardins sont vraiment conçus avec le personnel. C'est ça. Pour répondre à leurs attentes, à ce qu'ils souhaitent exactement. Donc, mon rôle, moi, c'est de provoquer des réunions. Avec qui, par exemple ? Avec les soignants, le personnel soignant, les animateurs, et pour répondre à leurs attentes et de faire en sorte que le jardin corresponde à leurs besoins et aux besoins des résidents, parce que ce sont eux qui connaissent les résidents, ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ont envie de faire. Et donc c'est thérapeutique parce que, ce que vous venez de dire, il y a plein d'endroits différents où il y a des activités différentes, mais c'est thérapeutique aussi parce que c'est les résidents qui s'occupent du jardin, qui entretiennent le jardin. Alors qu'ils l'entretiennent, ça leur permet de jardiner, de se remettre les mains dans la terre, de retrouver des gestes qu'ils ont connus. On va en parler de plus dans le détail parce que c'est à la fois relaxant, mais c'est aussi pour qu'ils soient acteurs, c'est ça, acteurs du jardin. Mais on va revenir évidemment sur la spécificité de ces jardins thérapeutiques, mais d'abord, c'est vous, Laure, et c'est le maquillage. L'histoire du maquillage. Oui, je vais vous parler de la pratique du maquillage depuis qu'on a des traces d'utilisation de maquillage. Donc le maquillage, ça apparaît à peu près en même temps que les pratiques des funérailles. Donc à l'époque, on peut plus parler de barbouillage du corps que de maquillage. C'était des maquillages rituels. L'idée étant de préparer les corps à passer du monde des vivants au monde des morts. Donc les premiers matériaux naturels qu'on trouve dans l'utilisation de ce maquillage rituel, c'est en Égypte. Et on a retrouvé des traces de céruse. Alors la céruse est utilisée, c'est la base du teint. C'est quoi la céruse? C'est du plomb. C'est du blanc de plomb. Ah oui, d'accord. Donc c'est la base du teint jusqu'à la Révolution. Oui, parce qu'au théâtre, d'ailleurs, il y a eu des accidents et des problèmes de peau. Et le plomb, c'est interdit maintenant. Ça provoque une maladie très grave qui s'appelle le saturnisme. Mais ça a quand même été utilisé pendant des milliers d'années comme base de maquillage. Donc on retrouve des traces de céruse, des traces de craie, de noir de fumée et de rouges végétaux. D'accord. Ça, c'est en Égypte et c'est pour des maquillages rituels ou de médecine. Le maquillage profane, qui est utilisé dans des buts esthétiques, apparaît dans l'Antiquité grecque et romaine.
où les canons de beauté exigent d'avoir une peau très blanche, donc cérusée, une bouche très rouge, donc maquillée avec des pigments soit naturels, ce qui est moindre mal de cochenille ou de mûre, soit à base d'arsenic. Ah, sympa. Et des yeux très noircis à la cendre. Et dans la Rome décadente, la mode était d'avoir un visage extrêmement coloré. Donc en plus, on utilise des fards très colorés qu'on se met sur les yeux, alors des fards bleus, verts et rouges, à base aussi d'arsenic, enfin que des produits naturels. Hein. Voilà. L'arsenic, c'est naturel. Hein. Je parle à l'ancienne esthéticienne. Mais c'est pour ça que j'ai vu. Tout à fait. Donc voilà, et ça, alors moi je me suis dit ça, peut-être que le déclin de l'Empire romain a été aussi dû à ces maquillages, parce que les gens devenaient un peu brinzingues. Apparaît le christianisme qui porte un coup très dur au maquillage, parce que dans la Bible, les fards sont apportés aux femmes par l'ange Azazel, que je ne connaissais pas, j'avoue, qui est le chef des anges rebelles, et donc relègue le maquillage dans les ténèbres. Quand même, après la première croisade, les femmes reviennent au maquillage et recommencent à se maquiller. Et j'ai trouvé une phrase qui décrit le canon de beauté au Moyen-Âge. Donc le visage doit être cérusé, l'entrœil fenestrique. Alors j'ai pensé que c'était qu'il fallait être très épilé entre les yeux, avoir un très grand écart. Le cheveu blond frisotté, la bouche vermeillette et le menton fourchelé. Je trouve ça joli, moi. Oui, moi aussi j'aime bien, c'est pour ça que je le dis. Et tout ça malgré les prédications, les interdictions, les interdits moraux. À la Renaissance, les femmes se fardent moins, elles utilisent plus de parfums et apparaissent les fameuses mouches. On était là, Voilà. Alors à la Renaissance, je vais vous le dire après parce que c'est rigolo. Ouais. À la Renaissance, les mouches sont données aux prétendants qui comme ça, s'engagent avec la femme. Et puis, à la veille de la Révolution, ces mouches sont très répandues et donc on peut en mettre jusqu'à 15. Alors les mouches, elles avaient plusieurs intérêts. D'une part, il fallait avoir la peau très blanche. Donc on se cérusait la peau et on mettait des mouches. Par contraste, la peau paraissait encore plus blanche. Et puis, ça permettait de camoufler les boutons de petite vérole qui étaient très présents. Ah bah oui. Et donc, les mouches avaient un message. Donc, il y avait celle qui était près de l'œil, s'appelait l'assassine. Celle qui était près du menton. J'en ai une, moi. Oui. Ça s'appelait la discrète. C'est une vraie. Oui, moi c'est une vraie. L'effrontée sur le nez, la coquette sur la lèvre, la galante, la généreuse, la majestueuse. Donc elles avaient tout un nom très joli et qui envoyait un message. Et les femmes qui choisissaient de ne pas se maquiller, donc de ne pas se séruser, d'être naturelles, c'était vraiment le message qu'elles se retiraient de toute passion amoureuse. Ah d'accord. Voilà. Elles ne faisaient pas attention à elles, donc elles n'étaient pas dans la séduction. Oui, voilà. Donc il y avait une espèce de rhétorique du maquillage à cette époque-là, ça avait vraiment un sens. On voit la suite tout à l'heure ? Oui. Laure, merci. Christophe. Oui. Ça sent bon. Je vous réveille ? Ça sent très bon. Non. Bon, alors dites-nous, qu'est-ce que vous Donc êtes en là, train j'ai de juste faire ? démarré une petite concassée de tomates, donc juste des oignons revenus avec un petit peu d'ail, avec les tomates coupées en morceaux dedans, et on laisse juste que l'eau végétation en fait s'évapore complètement. L'eau végétation ? L'eau de végétation des tomates s'évapore totalement. C'est joli, c'est de la poésie, Voilà. c'est comme la chronique de la... Incroyable. On s'est vus ensemble. Ah, c'est ça. Vous avez préparé ensemble. Ouais. Voilà, donc après j'ai fait la julienne de courgettes donc, avec une mandoline japonaise. Jaune et verte. Voilà, jaune et verte, qu'on va juste se faire tomber. Juste comme ça. Voilà, tout à fait. Dans une poêle au dernier moment pour qu'elle reste croquante en fait. Et ça, c'est pour accompagner C'est pour l'accompagnement. les escargots, etc. J'ai juste préparé donc mon chèvre et mon chorizo. Le chorizo, on prend un chorizo spécifique ou pas ? Bon, non, après moi je prends toujours des chorizos doux, j'évite le fort parce qu'après ça casse un petit peu les saveurs. C'est juste pour apporter plus un supplément de goût. D'accord. À l'escargot ou d'autres produits, parce que le chorizo peut se lier avec d'autres produits. J'ai une question sur le goût de l'escargot. Est-ce Oui. que l'escargot, ça a du goût quand même ? On est d'accord ? C'est une saveur assez particulière, c'est assez terreux. Oui, bien sûr, tout à fait. D'accord. Ouais. Et donc le chorizo va pas... Il faut garder quand même ce goût de l'escargot. On va avoir le goût, mais ça lui amène un peu de peps en fait, parce que ça reste quand même assez plat. C'est toujours pour ça qu'on l'accompagne avec de l'ail et du persil. Voilà, donc L'escargot vapeur, c'est moins bon. c'est un peu moins bon. Bah, il faut toujours l'aromatiser. Voilà. D'accord, mais plutôt de chorizo doux. Tout à fait. D'accord. Pour moi, voilà, c'est une question de ne on pas va couper la suivre saveur. On va suivre vos Ouais, donc après j'ai préparé vos mes conseils. croustillants donc avec une pâte à briques que je vais juste rouler avec le chorizo, les escargots à l'intérieur et le chèvre. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut faire manger aux enfants, par exemple. Tout à fait. Faire manger des escargots aux enfants. Bah, quand c'est caché comme ça, Bah, après, voilà, c'est plus facile. Finaux. On peut même le hacher et ils le sentent même encore moins dans la bouche.
Et après, on leur dit, vous avez mangé des escargots. Tout à fait. Ça fait un petit nem, en fait. Voilà. Je vous laisse continuer ? Oui. Ouais, merci. Ça va tout à l'heure. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler des jardins thérapeutiques. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au jardin thérapeutique, puisqu'il y en a un qui devrait s'installer d'ici quelques mois à Sainte-Cécile. On va en reparler. Nous sommes en compagnie de Christine Rabot, qui est conseillère Théramie. On va aussi parler de Théramie et dire ce que c'est. Nous sommes d'ici quelques instants la chronique de Leslie, la suite de la chronique de Laure et Christophe qui est en train de nous préparer. Oula, ça commence à... Oui, d'accord, des petits... Comment on appelle ça ? C'est des petits croustillants, des genres de nems, en fait. Avec des escargots. On va goûter ça à la fin de l'émission. Leslie, vous aviez une question notamment sur le lieu exact du futur jardin. Voilà, où va se trouver le futur jardin ? Parce qu'on a dit que c'était rattaché forcément à un centre un petit peu médical. Enfin, ou un EHPAD. Voilà. Là, ça va être situé où ? Alors, c'est situé au sein d'une maison de vie. C'est un foyer logement non médicalisé. D'accord. Qui est à Sainte-Cécile. Qui est à Sainte-Cécile, voilà. Okay. Voilà. Et du coup, actuellement, il y a quoi à cet endroit-là ? Alors, actuellement, c'est un endroit où il y a des végétaux, mais il n'est pas du tout sécurisé. Il y a des rosiers énormes avec des épines énormes qui bordent les allées. Donc, il n'est pas structuré. Dangereux, pas structuré. Tous les végétaux sont les uns sur les autres. Et bon, il n'est pas attractif. Donc, Et quand vous mettez en place ce projet-là, vous allez voir donc les personnes soignantes du foyer et autres. Et comment ça se passe ? C'est eux qui vous disent nous ça nous intéresse, mais on a besoin de ça. Comment ça se passe ? Alors en fait, là c'était une volonté de la directrice de proposer un espace agréable à ses résidents. Donc ensuite, au cours d'une réunion, le kiné, j'ai posé quelques questions au kiné sur éventuellement ce qu'il souhaitait dans le jardin. Donc, on tient compte de tout, des avis du personnel de chaque personne travaillant dans l'établissement et également de l'avis des résidents. C'est ça, voilà c'est ma question. C'est important. Des soignants entre guillemets. Oui, et des résidents également. Des soignés et des soignants. Des soignés et des soignants, voilà. Du coup, vous avez fait un petit sondage, vous êtes allé... dans le foyer en demandant on va mettre en place un petit jardin, qu'est-ce que vous aimeriez finalement, ça s'est passé comme ça ? Alors en fait voilà ma démarche, j'envoie donc une documentation aux établissements donc, et j'essaie d'obtenir un rendez-vous, c'est pas toujours évident parce que les directeurs, directrices sont des gens très occupés très pris, et très pris et donc au cours de ce rendez-vous, quand je parviens à en avoir, je leur explique un petit peu le concept Théramie. Et beaucoup d'établissements sont intéressés, mais après, c'est une démarche qui est un petit peu longue. C'est un moyen, ça ne se fait pas tout de suite. Voilà. Vous avez parlé du concept de Théramie. Théramie, c'est quoi ? Vous êtes dans un réseau qui s'appelle Théramie, vous êtes conseillère Théramie, c'est quoi Théramie ? Donc Théramie est née de la rencontre entre deux paysagistes de Meurthe-et-Moselle et d'un médecin généraliste. Ils ont également été confrontés à des problèmes de santé de leurs grands-parents et en plus, ils ont eu de plus en plus de demandes de création de jardins thérapeutiques. D'accord. Donc, ils ont décidé de se développer au niveau national et de recruter des conseillers régionaux un petit peu partout en France. Pour pouvoir créer ce genre de jardin. C'est ça. Mais chaque conseiller, en fait, rayonne sur plusieurs départements. D'accord, donc vous, ce sera le cas. Vous ne serez pas forcément sur la Vendée, mais vous pourrez gérer d'autres en fait, j'ai jardins ailleurs. Départements Vienne également, Deux-Sèvres et Charente-Maritime, en plus de la Vendée, bien sûr. Mais ça veut dire que si un réseau comme celui de Théramie s'est créé, ça veut dire que le potentiel de ces jardins thérapeutiques est déjà prouvé. C'est-à-dire qu'on sait que ça marche et on sait que ça va aider les soignés. Et les soignants, on va en reparler. Ah oui, tout à fait. Le jardin thérapeutique, c'est un véritable outil de travail, outil de soins non médicamenteux. Et les établissements sont de plus en plus sensibilisés à ces soins non médicamenteux, justement. C'est-à-dire que... Allez-y, je vous en prie, non, je vous ai coupé. Non, mais donc l'idée, c'est que, par exemple, j'ai une personne de ma famille qui est atteinte, par exemple, d'autisme ou de la maladie d'Alzheimer, parce que je crois que les jardins se sont aussi pas mal mis en place pour les malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que ça peut concrètement réduire ou ralentir la maladie ?
Ça ralentit fait la de maladie. pratiquer ça, le ça jardin. ralentit la maladie. On ne va pas dire que ça la soigne, mais ça ralentit la maladie en fait. C'est justement conçu, les stimulations sensorielles, cognitives sont faites pour retarder ce processus d'altération des fonctions cognitives et sensorielles. C'est-à-dire que la personne qui va être malade, le fait de gratter la terre pour planter des plantes ou des choses comme ça, ça va lui permettre d'aller mieux. Oui, d'aller mieux, et ça va stimuler la réminiscence, qui est très important. En fait. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui. Donc c'est du pratique. Quoi. Voilà, ça leur permet de retrouver des gestes qu'ils ont connus, des végétaux qu'ils ont connus. Voilà. D'accord. Pourquoi, à votre avis, ce genre de... Si on sait que ça... On sait de toute façon que la pratique du jardinage, c'est une pratique qui est apaisante, même pour toute personne lambda. Pourquoi ça ne s'est pas mis en place avant, selon vous? Pourquoi les jardins thérapeutiques n'ont pas été Parce que je pense qu'on était plus dans un objectif médicamenteux. Ouais. Mais c'était vraiment, les jardins thérapeutiques sont en pleine expansion parce que justement on veut éviter. Avec ces jardins-là, on s'est rendu compte que les résidents étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisés, et qu'il y avait une baisse de la prise d'anxiolytiques. Ah oui, d'accord. Donc c'est aussi le but, c'est de déprescrire. Ah oui, donc il y a vraiment des conséquences directes sur voilà. la prise de médicaments. Oui, absolument. Prise de jours. médicaments, les résidents retrouvent l'appétit. Quand il y a des fréquentations régulières au jardin, ça leur permet de retrouver l'appétit et ils se sentent mieux. Hein. C'est un moyen de lutter contre l'angoisse, l'anxiété. Et même au niveau des soignants, le jardin thérapeutique est bénéfique parce que ça leur permet d'exercer leur profession en extérieur du bâtiment. Voilà, de sortir un peu de ce milieu médicalisé. On va en reparler évidemment parce que je trouve ça dingue qu'on n'y ait pas pensé avant, mais après c'est mon point de vue. On va faire un point avec la conso et surtout les idées reçues. J'ai du mal, les idées reçues avec les... Je bloque sur les idées reçues, je ne sais pas pourquoi. Alors, dites-nous. Alors, on gagne rien, on ne gagne rien. On ne gagne rien. Juste la une petite reconnaissance de question, l'esprit. vrai ou faux? J'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception au professionnel. Il doit me répondre. Vrai ou faux? Moi, je dirais faux. Moi aussi. Non, il doit me répondre. Il doit. Oui. Est-ce que c'est obligatoire? Mais non, parce que tu as l'accusé de réception, donc on sait qu'il l'a reçu ou il l'a pas reçu. Oui, voilà. Non, parce que je Non, mais c'est bien de cette préciser. question parce qu'il y a énormément de personnes qui me le disent en disant « J'ai envoyé un courrier recommandé, il ne m'a pas répondu, il est en tort. » Oui. Donc c'est pas obligatoire. Ça n'est pas la réponse obligatoire. n'est pas obligatoire. Une réponse à un courrier recommandé, c'est une règle de courtoisie. Mais si vous ne répondez pas à un courrier recommandé, concrètement, il n'y a pas de conséquences légales. C'est-à-dire, il n'y a pas une loi qui dit si vous ne répondez pas à un courrier recommandé, vous avez une amende. Non, ça n'existe pas. Donc, comment on fait quand on est en litige avec quelqu'un et qu'on a besoin d'une réponse? On fait toujours un courrier recommandé, parce que le courrier recommandé reste très utile pour prouver qu'il y a un litige, qu'on a essayé de trouver une solution à l'amiable, en tout cas qu'on a proposé quelque chose, et ne pas répondre à un courrier recommandé si on va au-delà de la phase amiable et qu'on va au tribunal, effectivement, ne pas répondre à un courrier recommandé, ça pourra être en défaveur de la personne. C'est-à-dire que le juge va pouvoir dire « Vous n'avez pas répondu au courrier recommandé que vous avez reçu, parce que forcément, il y a la signature, donc vous avez bloqué toute tentative de résolution à l'amiable. » Donc voilà, c'est ce qu'on dit toujours. Moi, je sais que j'en fais régulièrement des courriers recommandés. Et quand on n'a pas de réponse à un courrier recommandé, je fais un second courrier, d'habitude par lettre simple, où je mets que l'absence de réponse à un premier courrier recommandé ne plaidera pas en la faveur de la personne qui l'a reçu. D'accord, ok. Ça peut... on est vraiment sur une règle de courtoisie, certes. Maintenant, envoyer un courrier recommandé, c'est... Au-delà de noter qu'il y a un problème et tout ça, on est vraiment dans la phase amiable. Je demande quelque chose. Si vous ne répondez pas, vous bloquez toute tentative à l'amiable. Et là, maintenant, on est vraiment sur l'amiable, donc ça peut être mal perçu. Okay. Alors, donc une deuxième. Allez-y. Une deuxième. Ah, j'ai oublié de préciser, un courrier recommandé n'interrompt jamais un délai de prescription. Attention. Ah oui, d'accord. Seule pas le délai. une action en justice interrompt un délai de prescription. D'accord. Oui, c'est important quand même. Oui, si vous avez raison. Une autre question. En cas de dysfonctionnement de mon compteur électrique, je n'ai pas à payer les consommations non enregistrées. Ah, là, on l'a souvent aussi. Alors ça sent le non. Ça sent qu'on paye quand même. Ça sent le faux. Ça sent qu'on paye quand même, on est d'accord? Pardon? On paye quand même. C'est rare quand même. On paye quand même. C'est rare.
Si je elles suis n'ont d'accord avec pas Laure. été enregistrées, les consommations vont être estimées D'accord. par le consommation. gestionnaire de réseau. Ah, et puis Donc, après, on par rapport régule à votre et on régule. consommation. Ah oui. Alors, en fait, d'habitude, quand il y a un souci de compteur électrique et que on n'a pas pu estimer votre réelle consommation, dans ces cas-là, on se base sur une estimation. Enfin, le ERDF se basera sur une estimation de votre consommation par rapport à des périodes, antérieures Oui, c'est ça. à la même période. Enfin, je veux dire, si c'est Ouais. en été, ce sera toujours aux mêmes périodes. Ce sera une consommation estimée que vous devrez régler. Après, ce sera à vous de prouver que par rapport à l'année dernière, vous aviez acheté un poêle, donc vous avez moins consommé de chauffage. Voilà. D'accord. On est vraiment sur du cas par cas, mais dans tous les cas, si le compteur ne fonctionnait plus, vous serez quand même tenu de payer D'accord. vos consommations, même si ce sera effectivement une consommation estimée. Mais c'est dû, c'est consommé, donc c'est dû. Voilà. Une autre D'accord. Une petite non, dernière vous n'avez plus le temps. Non Non, je suis désolée. Vous n'avez plus le temps. Tout à l'heure Tout à l'heure. Tout à l'heure, on essaiera d'en faire 3 tout à l'heure. Ça marche. Merci, mais le coup du recommandé, c'est intéressant parce que je pensais que ça pouvait bloquer aussi Une prescription Ouais, ouais. Jamais. Bon, d'accord, ok. Jamais. Même Ok, un je le constat referai plus. d'huissier. Je le referai plus. Non. Je le referai plus. Christophe, ça commence à sentir bien bon. Vous avez une énorme pince à épiler pour. Tout à fait. on est- Vous avez vu, vous pouvez c'est- montrer votre c'est- pince à c'est- épiler c'est assez Ah, dis donc, exceptionnel. incroyable. Ah, Faites-moi voir ça. Ah, je veux bien avec ça. Laure, ça peut servir. On est d'accord. Quand on voit les poils qu'il a dans C'est dans sa incroyable, poêle. c'est incroyable. Alors, pardon pour ce petit intermède. Alors, Donc là, je fais juste revenir la julienne de courgette. Hein. ouais, Donc les petits croustillons sont prêts. Donc Ah, je vais juste super. les faire cuire au moment. croustillant. Ouais. Alors, concrètement, feuille de brique, Feuille de brique avec un morceau de chèvre à l'intérieur, un petit morceau de chorizo et les escargots. tout d'accord, simplement. et on roule. Oui, on va juste les faire revenir et ça suffira. On va les faire revenir dedans. Non, dans une poêle, pas avec les légumes. Voilà. Je Les sais que légumes je suis pas- sont... Oui, dans une autre poêle. Voilà, tout à fait. Vous ne faites pas cuire tout en même temps, on est Non, d'accord. non, tout à fait. D'accord. Voilà. Vos tomates sont prêtes. Elles sont presque prêtes. Là, je vais les remettre à cuire. Pourquoi vous les remettez Voilà. à cuire? Parce que ça manque un tout petit peu. Donc, Parce que vous avez goûté votre plat. J'essaye de goûter. Voilà. Vous goûtez toujours. Il faut toujours goûter quand on fait de la cuisine. Je goûte juste pour les cuissons. Après, pour tout ce qui est assaisonnement, c'est plus au nez. Voilà. Ah bon? C'est plus olfactif. Ah oui? Oui. Après, c'est une habitude que moi j'ai tout le temps pris depuis que je suis dans mon métier. C'est-à-dire que vous poivrez, vous salez, c'est au nez. C'est par rapport à l'odeur, oui. Le sel, comment ça sent Mais comment? C'est Ouais, une- exactement. c'est C'est une, exactement c'est une ça. habitude avec les vapeurs en fait. On ouais. sent le sel oui. dans la vapeur d'eau qui remonte. Donc, Et quand on n'a pas votre nez développé, le nez développé comme le il faut vôtre, goûter, bien sûr. comme l'on fait, Il on faut goûte. goûter, ouais. On est d'accord? Ok, merci. Merci Christophe. Vous terminez votre cuisine et puis votre recette, pardon, et on la goûtera à la fin de la 3e partie. C'est la fin de cette 2e partie. On se retrouve juste après une courte pause. De retour dans la 3e et dernière partie de cette émission consacrée au jardin thérapeutique et plus précisément à celui qui devrait ouvrir ses portes d'ici quelques mois à Sainte-Cécile. Sur la commune de Sainte-Cécile, nous sommes en compagnie de Christine Rabot qui est une conseillère Therami. Therami qui est le réseau qui met en place ces jardins thérapeutiques un petit peu partout en France. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Laure et celle de Leslie. Et puis on va goûter à, ça commence à prendre forme, les escargots des Royers, des frères Royers, à Tout à fait, Saint-Paul-en-Pareil, oui, mais bien de sûr. Christophe Tellier surtout. Hein, Après, ça fait 15 ans que je travaille avec eux, donc voilà. Oh, mais dis donc vous avez du courage, hein. Mais oui. On embrasse. Mais on a évolué en même temps qu'eux, en fait. C'est Voilà, surtout ça c'est qui est intéressant. On va reparler évidemment des jardins thérapeutiques. Christine Rabot, est-ce qu'il est nécessaire de former le personnel soignant pour utiliser ces jardins thérapeutiques ou ce jardin thérapeutique? Ah oui, bien sûr. Alors c'est ce qui fait que la particularité de Therami, c'est que justement nous formons le personnel, les soignants à l'usage de ces jardins. Alors concrètement, ça se passe comment? Alors en fait, on propose plusieurs formations. Ouais. Donc ça peut être une formation par rapport aux saisons, ce qu'on peut faire au jardin. D'accord. Ce qu'on peut planter, ce qu'on peut semer par rapport à telle ou telle saison. Après, ça peut être aussi également le jardin, comment utiliser le jardin avec les familles.
D'accord. Donc on a un panel de différentes formations voilà, qu'on propose. Peut-être en fonction des pathologies, ce qui est plus simple de faire. Oui, absolument. Planter, c'est bien pour Alzheimer, on le disait, mais quand on est sur d'autres pathologies, peut-être que... Oui, puis bon, vous allez avoir des résidents qui ne vont pas avoir envie de planter. Donc ils vont vouloir simplement contempler le jardin. Il ne faut pas non plus les pousser, ces résidents, à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Quoi. Donc, est-ce qu'il y aura quand même un jardinier ou un paysagiste qui sera là pour entretenir le jardin, ou est-ce que c'est vraiment que les soignants et les soignés qui non, en fait, souvent il y a des hommes d'entretien dans ces établissements. Oui. Donc c'est eux qui vont entretenir, à proprement parler, le jardin. Maintenant, il est indispensable que le jardin soit entretenu régulièrement pour ne pas en faire un espace à l'abandon, parce que du coup le jardin ne sera pas pérenne et il ne sera pas utilisé. Bien sûr. Donc voilà. Donc, on insiste vraiment auprès des établissements pour que le jardin soit régulièrement entretenu. Vous parliez tout à l'heure que les familles, je suppose que ce sont les familles des malades qui pourront aussi venir dans ce jardin-là. Je me suis posé la question en préparant cette interview, est-ce que justement le fait que par exemple un établissement ou plusieurs établissements de Sainte-Cécile ont ce jardin ou possèdent ce jardin ou utilisent ce jardin, est-ce que ça peut être aussi un moyen pour les familles de placer leurs personnes âgées? Je sais que c'est un acte qui n'est jamais très facile. Oui, non, tout à fait. Est-ce que ça peut conditionner, soulager les choses? Voilà, ça permet de déculpabiliser en fait les familles. Parce que c'est vrai qu'il est quelquefois difficile d'institutionnaliser quelqu'un de sa famille, c'est pas évident du tout. De placer quelqu'un. Et effectivement, un établissement où vous avez un jardin est forcément valorisé et ça permet vraiment de déculpabiliser les familles. Et de simplifier les choses et que ce soit moins difficile à vivre. Ouais, je comprends. C'est ça. On va y revenir à la fin de cette émission sur les jardins thérapeutiques, mais d'abord, Laure, on refait un point sur le maquillage. Alors, donc, tout à l'heure, je vous ai laissé avant la Révolution, c'est ça, les moumouches, où les personnes de la cour s'emplâtraient le visage avec de la céruse, de l'arsenic, du minium, du cadmium. Et le maquillage était devenu tellement répandu qu'on maquillait même les enfants. C'était vraiment tout le monde était. Puis les perruques étaient poudrées. C'était vraiment le. Bon. À la Révolution, on rompt complètement avec ses habitudes. Le maquillage, c'est vraiment le symbole de la monarchie, de la noblesse, de tout ce qu'on ne veut plus. Et on revient à des visages nus et naturels. Mais dès l'Empire, le maquillage revient. Mais revisité par les médecins. C'est-à-dire que là, quand même, on s'est quand même rendu compte que se mettre du plomb, du cadmium, de l'arsenic sur le visage, c'était quand même pas terrible. Ouais. Et donc, enfin, on invente les poudres de riz qui, d'une part, sont plus légères et d'autre part, permettent, il y a des poudres de riz blanches, rosées et jaunes, et en faisant des mélanges, on arrive à avoir des maquillages qui sont plus près de la carnation naturelle de la personne. Donc, on a quand même des maquillages plus naturels. Parce qu'avant, c'était un peu des maquillages de théâtre. C'était du maquillage de théâtre, exactement. On est dans ce... Incroyable. Et au 19e siècle, alors il y a une mode qui est assez particulière, c'est, vous savez, la mode des grandes héroïnes, des tragédiennes, la dame aux camélias, les grandes malades, c'est très romantique, très malade. Et donc on se fait des maquillages de malades, voire cadavériques. Donc on a un teint blanc, gris, blafard, on se maquille pour creuser les joues, pour se faire des cernes sous les yeux, on accentue les veines dans le cou, les veines bleues, vertes. Enfin, l'idée, c'est vraiment, plus on est malade et plus on est attirante. Voilà. Ah, c'est marrant. Oui, ça. C'est marrant. Enfin, je sais pas, mais c'est marrant. C'est particulier. Ça me fait penser à la génération des mannequins filiformes qui étaient plutôt. Exactement. Donc c'est cyclique. En fait, si on a bonne mine et si on est un peu musclé, ça veut dire qu'on travaille dans les champs, qu'on est un travailleur. Et donc, c'est pas ça qu'il faut. Ah ouais, d'accord. Au XXe siècle, là c'est la démocratisation complète du maquillage. Donc justement, on passe de ces teints blafards à des teints beaucoup plus à partir des années 30, à partir de Gabrielle Chanel. Le bronzage est à la mode. Il y a de nouveaux outils qui apparaissent, de nouveaux conditionnements qui amènent de nouveaux gestes. Et là, c'est le maquillage presque tel qu'on le pratique aujourd'hui. Après 68, re-rupture. Le maquillage est quand même un signe... Enfin, le maquillage tel qu'il est pratiqué, c'est le symbole de la bourgeoisie, etc. Donc on passe à des maquillages psychédéliques, hyper forts des années 70 et des années 80, où c'est vraiment une espèce de mise en scène avec des couleurs hyper flash, etc. Et puis,
retour pas en arrière, mais rechangement. Et on arrive de nos jours à un maquillage nude, comme on dit maintenant dans les magazines, donc naturel. Donc c'est un maquillage. L'idée n'est pas de ne pas se maquiller, mais l'idée est que le maquillage doit faire naturel et doit mettre en valeur la personne et ne doit pas se voir en tant que tel. Voilà. Ah ça c'est d'accord. Le maquillage télé est un maquillage très fort. On est d'accord. Oui, mais nude quand même. C'est même. un maquillage fort, mais qui doit donner l'impression que j'ai le même âge que Leslie. C'est ce que m'a dit ma soeur l'autre fois. Elle me dit, on a l'impression que tu as le même âge que ta collègue. Je dis, oui, c'est cela. Oui, merci le maquillage. Non, ça gomme avec les éclairages, ça gomme les imperfections, etc. C'était super intéressant. Merci Laure. Vous pouvez retrouver évidemment tous les conseils directement, les conseils de Laure à son atelier de l'image. Vous avez les coordonnées qui s'inscrivent sur votre écran et vous pouvez la contacter Laure directement, que ce soit pour du maquillage mais autre, la façon de s'habiller, etc., de se tenir, etc. Merci Laure. La suite des idées reçues. Oui. J'ai retenu. Non mais j'ai du mal avec le terme idées reçues. Bref. Oh, une autre question. Oui. Alors, je peux refuser la pose d'un compteur Linky? Oh, alors ça, j'en sais rien. Linky, on rappelle, ce sont les nouveaux compteurs électriques. C'est ça. Vrai, faux? Peut-être, éventuellement, dans certains cas. Alors, oui, non, mais. Alors, je sais pas. Alors, vous savez Moi, je dirais regarde que... pas sur Non, mais parce que je relisais la question. J'arrive pas à lire, excuse-moi, mais tu as une belle écriture. J'ai trouvé la réponse qui est comme ça. Je dirais que. Moi, je sais pas. On peut refuser. Christine Rabot Malgré tout, moi, je pense qu'on peut pas. Je suis pas sûre. On peut pas refuser. On n'a pas le droit de refuser l'installation d'un compteur Linky. Les compteurs appartiennent au réseau. Les compteurs appartiennent à ERDF. On n'est pas propriétaire de notre propre compteur. D'accord. On n'a pas le droit de refuser les compteurs Linky. ERDF a le droit d'imposer modifier et de rénover un petit peu tous les compteurs électriques. Voilà. D'ailleurs, si vous empêchez ERDF de changer votre compteur, ERDF pourra prendre certaines mesures comme facturer des frais de déplacement, parce que vous vous déplacez, enfin que ERDF se déplace et vous disent non, voilà, voire même suspendre l'accès réseau. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'électricité. Non, mais c'est-à-dire qu'on peut rien. On peut limiter après. On peut limiter, mais voilà. Ils ont le droit. Ils font ce qu'ils veulent avec leurs compteurs. Vous n'êtes pas propriétaire de vos compteurs. Ok. Voilà. Ça, c'est pour les trucs Linky. Oui. Une autre? Ouais. Ah ben oui, vous avez le temps. En conflit avec mon propriétaire, j'ai le droit d'arrêter de payer mes loyers. Alors en conflit avec mon propriétaire, non. Il m'a pas changé ma fenêtre. À mon avis, c'est du vécu pour l'or. Il m'a pas changé ma fenêtre. T'as le droit de verser le loyer sur je sais plus quoi, sur un compte à part. Caisse des dépôts et consignation. Voilà, mais jamais. Mais faut pas le faire ça. Non. Ah bon, on n'a pas le droit. Vous voulez aller votre truc ensemble parce que c'est pas comme si on avait une émission à terminer. Mais non, on n'a pas le droit de ne pas payer son loyer. J'ai même pas laissé madame répondre, du coup. On n'a pas le droit. Non, ça équivaut. Et même mettre le loyer sur la caisse des dépôts et consignations, ça équivaut à un non-paiement de loyer. Donc systématiquement, vous êtes en tort. Régularisez tout ça, ma petite Laure. Pas bien. Ça fait des années que je mets mon loyer à la caisse de Tout le monde le sait maintenant, c'est bien. Non, vous vous exposez à ce que votre propriétaire, vous vous exposez à une résiliation de bail, puisque non-paiement de loyer, vous pouvez, votre propriétaire peut demander la résiliation du bail, voire même l'expulsion. On rigole pas avec ça. Les seuls cas où vous pouvez stopper... Vous viendrez chez moi. Je peux terminer ou je vous Oui, laisse... allez-y. Non, mais on est en train de dealer parce qu'elle va être à la rue, Laure. D'ici quelques... 4 enfants, un mari, voilà. Le seul cas où vous avez le droit de stopper les paiements de votre loyer, c'est en cas d'insalubrité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la DAS qui se déplace. Non, il faut vraiment un constat d'insalubrité par un organisme public qui dit oui, on est sur une insalubrité. Ou alors si un juge vous autorise à ne pas payer vos loyers. Voilà. D'accord. Une dernière, mais très très courte. Alors, une petite dernière. On peut garder 5% sur la facture d'un artisan, juste au cas où. Non. Attends. Juste au cas où. Très vite. Combien de temps? 5% sur la facture, juste au cas où. Mais au cas où de quoi? Au cas où il y a un problème après. non. Donc c'est faux. Non, c'est faux. Il était signé de toute façon. C'est faux. Retenir 5%, c'est illégal. Ah oui, tout à fait. Sauf si c'est prévu dans le contrat. Donc ça ne fonctionne que pour les marchés privés. La loi autorise une retenue de garantie de 5% si c'est prévu au contrat. D'accord. Et uniquement s'il y a au moins une réserve à la réception des travaux. Donc il faut qu'il y ait un problème forcément. Voilà, c'est tout.
J'irai pas Alors, plus ça, loin. j'ai je d'un sais truc même comme ça pas avec que ça un existe. garagiste, qu'il fallait pas payer toute la facture, sinon après on était... T'avais pas dit un truc comme ça? De garagiste, pour le garagiste? Oui, mais Non, c'était pas. pour le- Non, c'était. Pour le garagiste, non, on est obligé de payer la totalité de la facture parce que le garagiste a un droit de rétention. Donc lui, il a le droit de retenir les clés Et on s'il disait est qu'avec la les garagistes, facture. c'était toujours l'oral, c'était beaucoup l'oralité. Ouais. Savoir si on, voilà. Mm. Ok. Donc vous venez chez moi. Ben, Ok. Puis je vais lui faire des cours du D'accord, pas de soir souci. pour les Ok, très soins de bien. la consommation. Juste pour vous dire que les conseils de Leslie, vous pouvez les retrouver évidemment à UFC Que Choisir. Ils sont à La Roche-sur-Yon au 02 51 36 19 52. Merci Leslie. On va terminer tranquillement cette émission et par la recette de Christophe. Mais aussi, j'ai une ou deux dernières questions à vous poser, Christine Rabot. Leslie, vous pouvez servir. On va en parler d'ici quelques instants. Quand est-ce que va être créé, devrait sortir de terre le jardin de Sainte-Cécile? Vous avez une date ou pas? Pas spécialement, j'espère qu'il va pouvoir sortir à l'automne. D'accord, l'automne, d'accord, très bien. Donc d'ici quelques mois. Quelques mois, oui. Est-ce que ce jardin-là sera ouvert également à toute personne de la commune, par exemple, ou c'est vraiment réservé Non, je pense que ce jardin pourra accueillir des résidents, notamment qui vivent seuls chez eux, C'est ça. dans ce jardin également. Mais c'est pas un jardin public, on n'est pas Non, sur c'est- un système de jardin, enfin c'est pas un jardin ouvert à toutes les populations de la Ça commune. pourra l'être. Après, on va voir un petit peu comment. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est justement d'attirer des personnes autres que les résidents de la maison de retraite pour justement créer du lien social, voire du lien intergénérationnel. Voilà. Avec les enfants, etc. Voilà. Ce qui existe déjà dans certaines communes, je vois au Poiret-sur-Vie par exemple, certains enfants des écoles vont aider les personnes âgées à faire un petit jardin, mais c'est pas structuré, c'est Oui. pas si structuré Voilà. que les jardins Et, thérapeutiques de Thérapie. effectivement, un jardin permet des échanges. Ouais, c'est ça. Hein, il Par faut contre, il y même- aura moins de monde l'hiver que l'été. L'hiver, les jardins sont un petit peu en... Ah oui, ils sont un petit peu endormis, Ouais, et ils sont puis bon, un il peu fait froid endormis. les résidents. Mais l'idéal, c'est quand même de les faire sortir un petit peu également l'hiver en mettant D'accord, bien sûr. un manteau, Bien en sûr, les bien sûr. équipant. Il n'y a pas de raison qu'ils ne profitent pas aussi du jardin. de sortir même quand il pleut. Mais voilà, absolument. On rappelle juste, on a vu s'inscrire sur l'écran l'adresse de Terrani, Oui. www.terrani.fr. Je vais vous inviter à goûter, vous avez des petits couverts devant vous. Le plat de Christophe Kiteye qui est déjà en train de ranger ses affaires. Alors Christophe, on rappelle ce que c'est. Alors, donc, on est sur un croustillant d'escargot donc de Vendée Bio de la Maison Royer, Saint-Paul-en-Paray, D'accord. aux chèvres et au chorizo doux, donc avec une julienne de courgettes et Ouais. une petite tombée de tomates. Petite... Tombée de tomates. Ah, vous appelez ça une petite tombée de tomate. Pourquoi Ouais. vous appelez ça une petite Hein, tombée de tomate? c'est un peu nos termes de chez nous en fait. De chez Voilà. de quoi? De la table? De table la cuisine. Alors je goûte. C'est vraiment délicieux. Ah ouais. Ah ouais. Le chèvre est très présent. Mais moi j'ai pas goûté excusez-nous hein. J'ai pas goûté le chorizo non plus. Le chorizo vous l'achetez Là- comment? Il est gros hein. Ouais, oui, ça c'est des gros chorizo qui nous viennent d'Espagne, ceci. On appelle ça du chorizo cular, exactement. Voilà. Chorizo? Cular. Il y a une raison à ça? C'est le nom qu'il porte. Non, je vous chambre. D'accord. Oui, non, mais je ne rebondis pas dessus non plus. Vous avez raison. C'est vraiment très très bon parce qu'il y a aussi les différentes textures avec le chèvre qui est assez fondant. Oui, Même tout à plutôt fait. fondant. C'est ça. Voilà. Y a pas, alors comment faire pour qu'un escargot soit pas caoutchouteux? Mais là, on a la qualité du produit qui fait qu'il n'est pas caoutchouc dès la base. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est déjà le produit qui est à la base qui est assez C'est en exceptionnel. bocaux, hein. C'est en bocaux. Voilà. Mais après, C'est en- ils ont un site particulier où vous pouvez les découvrir. Les Royers? Oui, tout à fait. Non, ils sont partout. Là, les Royers. vous avez utilisé des escargots en bocaux. Ouais. C'est la Maison Royer, ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. On va les recevoir les Royers parce qu'ils font des apéros aussi, des choses. On a créé des recettes avec eux, ça s'appelle l'apéro des chefs. Ouais. Merci beaucoup Christophe. Vous pouvez évidemment déjeuner, voire dîner chez Christophe. C'est à la table, c'est à La Roche-sur-Yon. C'est pas très loin de chez nos confrères Ouest France pour situer où c'est et de UFC Que Choisir. C'est vrai, je devrais plutôt dire ça. C'est vrai, pardon Leslie. Et vous pourrez. Vous savez pas, c'est à la. Comme vous changez tous les jours, c'est à la. Non, pas du tout, c'est pas la carte, c'est juste pour C'est pour aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que c'est beau. Merci Christophe. Je rappelle juste que Christophe est aussi jeudi soir dans l'émission Sans détour à 19h. Vous pourrez le découvrir autrement, hein, en voiture, différemment en voiture, etc. Christine Rabot, merci beaucoup. Bon courage pour le jardin thérapeutique de Sainte-Cécile et les autres, parce que je sais que vous en avez d'autres. Les filles, on se retrouve très vite la semaine prochaine. Moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée et je vous embrasse.